Sens de la visite. Le monde de l'art dans vos oreilles. Épisode 59, le mémorial des martyrs de la déportation, en collaboration avec l'Office national des combattants et des victimes de guerre. C'est en plein cœur de la capitale, tout au bout de l'île de la Cité, entre Notre-Dame de Paris et la Seine, qu'est situé le mémorial des martyrs de la déportation. Un lieu unique par son histoire et son architecture, auquel on accède en descendant un escalier pentu. C'est le début d'un parcours invitant au silence, au recueillement et à la réflexion. Le mémorial est inauguré le 12 avril 1962 à l'initiative d'une association d'anciens déportés et de résistants, le Réseau du Souvenir. Ils veulent offrir à la nation tout entière et aux familles un lieu pour se souvenir et rendre hommage à tous les déportés partis du sol de France durant la Seconde Guerre mondiale qui ne sont jamais revenus. Son architecture, tout en symbole et en volume, a été longuement pensée par son créateur pour faire ressentir aux visiteurs l'oppression subie par les victimes de la barbarie nazie. Dans les années 70, alors que certaines voix commencent à remettre en question l'existence des camps, il est décidé de créer dans les salles supérieures du mémorial un parcours pédagogique complémentaire. Entièrement rénové en 2016, son objectif est clair, transmettre la mémoire de la déportation. Alors pour vous faire découvrir ce lieu et mieux comprendre le message qu'il veut partager, nous avons suivi le parcours du mémorial. Le parvis, la crypte, les salles pédagogiques. Et sur notre chemin, nous avons rencontré une médiatrice, un musicien, un historien, un collégien et une dame de 98 ans. Plusieurs voix, plusieurs générations, réunies ensemble pour faire entendre ce monument, cette mémoire et ce mémorial. Là, on commence la descente sur le parvis du mémorial. La première phase, quand on était sur le jardin, c'était vraiment la phase pour se couper de la ville. Célia Blasier, chargée du développement et du fonctionnement du mémorial des martyrs de la déportation, et médiatrice culturelle des hauts lieux de la mémoire nationale. Et ici, on est totalement dépaysé quand on est sur le parvis. L'architecte qui a construit ce mémorial, il s'appelle Georges-Henri Pingusson. Il a été choisi par le Réseau du Souvenir et décide donc de faire ce mémorial en souterrain. Alors on est là sur le parvis qui est en forme de triangle. On est descendu par des escaliers extrêmement étroits et extrêmement pentus. Donc on a cette impression d'oppression. On arrive sur un sol qui est irrégulier, en dallage, donc on est obligé de regarder un petit peu où l'on marche. On a ces murs qui sont blancs, rugueux, extrêmement hauts. Donc on a l'impression d'être dans une cour de prison. Au-dessus de nous, il n'y a que le ciel. On n'a aucun indice qu'on est dans Paris. On ne voit même pas Notre-Dame. Et on a une sculpture, cette herse que Georges-Henri Pingusson a appelée le corbeau, qui est assez menaçante. Elle a des pics à serrer vers nous, on dirait un petit peu un fil barbelé. Et donc sur ce parvis, le visiteur se sent réellement mal à l'aise, dans l'inconfort, désorienté et oppressé. Et donc, Georges-Henri Pingusson, il joue architecturalement parlant avec les 4 éléments. On a l'eau avec la Seine qui est barrée par cette grille et donc qui va représenter la liberté. Le ciel qui va représenter l'air. Et on a la terre qui va être représentée à l'intérieur de ces murs, puisqu'en fait, ces murs, c'est un mélange de ciment et de pierres concassées prises dans toutes les carrières de France. Ici, la patrie, la nation, est représentée à l'intérieur de ces murs. Et on met sur un pied d'égalité tous les déportés. Et le feu, le 4e élément, en fait, se trouve dans la crypte, le feu du souvenir, celui qui doit brûler en chacun de nous pour qu'on se souvienne. Donc ici, on se trouve dans la crypte du mémorial et on est dans ce qu'appelle Georges-Henri Pingusson la phase de présence. Les déportés sont avec nous. Et il y a notamment devant nous une grille en fer forgé où l'on voit à travers la tombe d'un déporté inconnu qui est en ardoise assez foncée avec une lumière dessus. Une petite phrase gravée qui dit « Ici repose un déporté inconnu ». Et de chaque côté de cette tombe en ardoise, vous avez 2 murs qui sont recouverts avec des petites facettes lumineuses au nombre de 200 000. Donc c'est un couloir qui fait plus de 15 mètres de long. L'architecte l'a appelé le couloir sans fin. Et au fond de cette galerie lumineuse, vous avez une lumière, notre feu du souvenir. Et donc chacune de ces 200 000 facettes vont représenter un déporté du sol français vers les camps nazis.
200 000, c'était le chiffre qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, on a revu un petit peu ce chiffre à la baisse après des recherches historiques, mais c'était le chiffre qu'on avait en 1962 quand le mémorial a été inauguré. Donc Georges-Henri Pingusson avait la volonté de représenter chaque déporté. Et si on se retourne, derrière nous, face à la tombe du déporté inconnu, la sortie avec une phrase juste au-dessus du linteau, « Pardonne, n'oublie pas ». Une phrase choisie par le Réseau du Souvenir. C'est le but de ce mémorial. Alors pardonner, c'est pas pardonner les actes horribles, mais c'est pardonner dans son cœur pour pouvoir avancer et ne pas vivre avec de la rancœur et de ne pas oublier, surtout pas oublier ce qui s'est passé pour ne pas refaire les erreurs du passé. Cette crypte du souvenir appelle inévitablement au recueillement et au silence. Mais certaines fois, à cet endroit, il arrive qu'une musique résonne. Celle jouée par le clarinettiste Hélios Azoulay. Il y a quelques années, bouleversé par la découverte d'une partition composée dans les camps de concentration, il a réalisé que ces musiques portaient en elles l'héritage des victimes de la déportation. Depuis, il les ressuscite en les interprétant. Ici, nous avons joué, c'est un lieu qui ne peut accueillir que très très peu de personnes. Et puis, vous voyez cette résonance grande oblige donc les musiciens à jouer très très doux pour pas que les sons se mélangent dans une espèce de bouillie un peu informe. Et c'est à la fois très très doux et on est obligé de jouer très très tendre. Donc on a beaucoup joué ici de nombreuses fois des berceuses composées dans les camps. J'adore les berceuses. Et quand vous jouez tout doucement, et c'est le cas des berceuses, et ici on est obligé de jouer doucement, et bien c'est là que vous comprenez qu'en fait que c'est la musique qui vous écoute. C'est ça la musique des camps. C'est de la musique qui vous écoute. Les types de compositions sont, enfin je veux dire que vous avez tout. Ça va du chant a cappella, de la berceuse, ou de l'air traditionnel qui peut être détourné et qui peut raconter la vie du camp par exemple. Et puis vous avez des pièces pour piano, des pièces pour chœur évidemment, puisque quand on est plusieurs et qu'on chante, ben, ça fait un chœur et qu'il n'y a pas besoin d'instruments. Et puis, dans certains camps où il y avait un petit peu plus d'espace pour composer, eh bien, vous avez des gens qui ont écrit des quatuors à cordes et même des opéras. Des opéras à Theresienstadt, à 50 km au nord de Prague. Il y a un opéra sublime qui a été composé, qui est un chef-d'œuvre, et qui s'appelle Der Kaiser von Atlantis. Et ben, entre autres, mais je veux dire que, enfin, c'est inimaginable, si vous voulez. Il y a 7 à 8 000 partitions. Il faudrait que ceux qui nous écoutent m'entendent. Il y a des hommes et des femmes dans les camps de concentration, à Auschwitz, à Buchenwald, à Bergen-Belsen, à Majdanek, à Theresienstadt, qui ont écrit, ils ont pris un morceau de papier, ils ont tracé des portées et ils ont écrit de la musique. C'est inimaginable, c'est inconcevable presque. Et lorsque nous jouons ces musiques, ils sont en train de parler de là-bas. J'en fais pas une mystique, hein. Quand je joue, je dis pas, je vois pas des fantômes, hein. Je suis pas délirant. Simplement, la musique parle. La musique parle. C'est-à-dire qu'à l'heure où il y a de moins en moins de gens qui témoigneront, qui ne pourront plus parler un jour ou l'autre, eh bien la musique est un pur témoignage. C'est pour ça que quand on les joue, les gens sont attrapés par l'âme, par l'estomac, par les pieds, par les pleurs. C'est un fragment de leur présence. Ils sont là. Voilà. Ce qui me semble, moi, relier toutes ces partitions, ce que je crois entendre, c'est une urgence. Peut-être moins visible dans une berceuse, peut-être moins. Encore que quand on voit les paroles, quand on décrypte les paroles, quand on les traduit, il y a des berceuses qui vous disent autre chose que fais dodo, fais dodo. Il y a des berceuses tragiques, bouleversantes, dont les paroles sont dures, dont les paroles vous font faire des cauchemars. Parce qu'il y a des berceuses qui sont composées en l'absence de l'enfant. Et même parfois des enfants qui composent eux-mêmes leurs berceuses. Il y a aussi ça. Je dirais des musiques d'une élégance, d'une telle délicatesse, grâce, etc. On se dit, mais ça n'a jamais pu être composé dans les camps. Mais ces œuvres-là, on ne peut pas les juger, qu'elles soient lyriques, tristes, désespérées, burlesques pour certaines. Elles sont toutes nées d'une nécessité intérieure que personne ne peut juger. Il n'y a pas d'hiérarchie. Une berceuse pèse aussi lourd qu'un opéra. Et c'est ce qui fait, pour moi,
La beauté de ça, vous vous rendez compte? Il n'y a pas de grande musique, il n'y a pas de petite musique, il y a juste le miracle de la musique. Quelle que soit sa dimension, chaque note pèse une tonne. C'est sublime, c'est sublime. Moi, je serais heureux de pouvoir vous faire entendre une petite berceuse composée dans le ghetto de Vilnius, composée par un enfant de 11 ans qui s'appelait Alexander Volkovitsky. Et c'est étonnant, dans ce ghetto, vous vous rendez compte que les Juifs ont organisé un concours de berceuses. C'est tellement sublime et à la fois tellement dingue, tellement beau, tellement absurde. Un concours de berceuse dans un ghetto. Et c'est un enfant de 11 ans qui l'a gagné avec une petite berceuse qui s'appelle Stiller Stiller. Et Stiller Stiller, ça signifie en yiddish silence, silence. Il a survécu à la guerre d'ailleurs. Il est devenu un grand pianiste. Il est mort il y a quelques années à peine en Israël. Il sait que cette musique est de lui, mais il n'a pas gardé du tout le souvenir de l'avoir composée. C'est étonnant. Cette histoire de la mémoire de la déportation et de cet engagement des déportés à leur retour a été le fil rouge de toute mon activité d'historien. Et ça, je le dois aussi au témoignage et à la présence d'une famille qui avait été victime de la Shoah. Olivier Lallieu, historien spécialiste de la déportation et co-responsable de l'aménagement des nouveaux espaces pédagogiques du mémorial en 2016. Et donc ça a été de ce point de vue-là un honneur, vraiment, d'être avec Thomas Fontaine, choisi pour participer à la rénovation de ce lieu qui est absolument essentiel. Et tout ce qu'on a essayé de faire avec Thomas était au service de ce projet porté par l'Office national des combattants et victimes de guerre. Et il y a de ce point de vue-là une citation extrêmement éclairante, je crois, du révérend père Michel Riquet, alors par-delà son titre de vice-président du Réseau du Souvenir et des différentes fonctions qu'il va occuper au sein des associations d'anciens déportés, c'est une grande personnalité de la mémoire de la déportation, c'est un grand orateur. Et Michel Riquet était donc un jésuite qui avait été un combattant de la Première Guerre mondiale, va être une des figures de la résistance en zone occupée, très actif dans la cage de Juifs. Et après-guerre, Michel Riquet va être prédicateur de carême à Notre-Dame de Paris. Et je crois que plus que jamais, c'est utile de rappeler quelques-unes de ces paroles. Ainsi, en mai 52, au moment du lancement du projet, voilà ce qu'il nous dit. Il importe de réfléchir à tout ce qui rendit possible, au cœur d'un continent qui se croyait le plus civilisé, une telle explosion de fureur barbare. Et il ajoute: la méditation fidèle des événements d'hier doit nous prémunir et nous tenir en alerte contre leur renouveau possible. Luttons contre les idéologies néfastes, ne les favorisons ni chez nous ni chez les autres, veillons et ne nous laissons point surprendre. Voilà, ce propos-là, aujourd'hui, il demeure d'une actualité absolument brûlante et finalement, c'est cet impératif du souvenir agissant et utile au présent qui va être la sève des fondateurs du mémorial des martyrs de la déportation, et toute l'architecture, toutes les inscriptions, toutes les informations qui sont développées ici et que Pingusson a su magistralement mettre en scène, elle est au service de ce double impératif, l'hommage et le souvenir et la transmission. Et c'est traduit par ces espaces à l'étage, ces deux galeries, pensés comme des lieux pédagogiques complémentaires du recueillement et de l'hommage, pour éclairer notamment les nouvelles générations sur cette histoire de la déportation, des déportations. Comment est-ce qu'on pouvait faire ressentir, faire comprendre, faire réfléchir deux aspects
qui se déclinent dans les deux galeries. La première sur les différents visages de l'oppression portés par le système concentrationnaire nazi et la Shoah. Et puis dans une deuxième galerie, montrer par-delà toutes les épreuves, par-delà l'oppression, ce qu'avaient pu être, dans leur diversité, ces gestes de résistance qui témoignent de cette permanence de l'homme. Pour continuer à sensibiliser les jeunes générations dans la transmission de cette histoire, depuis 2010, à l'initiative du Mémorial de la Shoah, plusieurs hauts lieux de mémoire, dont le Mémorial des martyrs de la déportation, ont décidé de créer un dispositif à destination des publics scolaires. Il s'appelle les Ambassadeurs de la mémoire et Olivier Lallieu en est l'un des responsables. On a eu envie, en tout cas au Mémorial de la Shoah, et puis on a été rejoint très vite par de nombreux partenaires, de se dire que ça avait du sens de travailler avec des jeunes qui souhaitent s'engager. Et c'est comme ça qu'est né le concept des ambassadeurs de la mémoire. Permettre pendant près de 2 années scolaires à des jeunes de travailler, de s'approprier à la fois l'histoire et les missions d'une institution membre du réseau, à travers leurs mots, à travers leurs regards, à travers leur engagement. Ce sont des groupes qui viennent de l'enseignement général, professionnel, technologique, agricole, qui sont des collégiens, qui sont des lycéens, qui viennent de lycées de centre-ville ou qui viennent de MFR, au cœur du monde rural. Voilà. Ces 17 institutions membres du réseau, aujourd'hui, elles couvrent de très nombreux territoires, très différents. Et toutes ces bonnes volontés, eh bien, on aura à cœur de les porter, de les accompagner au mieux et de les suivre dans les années qui viennent, là où ils seront. Bonjour, je m'appelle Youssef, j'ai 14 ans. Je suis élève au collège Marais-de-Villiers, je suis en classe de 3e. Et je suis ambassadeur de la mémoire, je représente le Mémorial des martyrs de la déportation. Mon rôle d'ambassadeur de la mémoire consiste à transmettre la mémoire justement des victimes qui ont subi la déportation. Parce que dans un futur qui est assez proche, ils seront justement plus en vie. Et pour pas que ça se répète justement, on va transmettre ces mémoires-là aux plus jeunes. Nous avons suivi Youssef dans l'exercice de son rôle d'ambassadeur de la mémoire. Lui, le collégien de Montreuil, est allé rencontrer Madame Judith Hervé, chez elle, pour écouter son témoignage d'ancienne déportée. Elle a aujourd'hui 98 ans. Elle en avait 18 en 1944, lorsqu'elle passa avec sa maman les portes du camp d'Auschwitz. Alors, mon nom de jeune fille, c'est Judith Molnar. Molnar veut dire meunier, en hongrois. Bon, je suis née le 15 mars 1926 à Oradea, en Roumanie. Après, en 1940, cette ville est devenue hongroise, Nagyvárad, et c'est de là que j'ai été déportée. Je suis contente que cette histoire va passer, c'est-à-dire je voudrais transmettre non pas forcément ce que moi j'ai souffert, puisque je pense à mes amis, à tous ceux toutes celles qui ont disparu, tous les jours. Ça fait 80 ans passés, mais ils sont toujours là. Et plus je vieillis, plus ils sont là. Parce que plus je vieillis, plus la mort s'approche et je me dis qu'avec moi, ils disparaîtront à nouveau. Mais de transmettre cette idée des crimes contre l'humanité, c'est ça qui est essentiel à savoir, à connaître. Et il faut qu'ils connaissent ce qui s'est passé pour en tirer des conclusions et pour en dire, bon, je ne vais pas dire ce mot-là jamais plus, parce que jamais plus, malheureusement, il y a eu des persécutions et il y en a toujours aujourd'hui, d'autres peuples. Et le conseil que je peux te donner aussi, il ne faut pas rester indifférent. L'indifférence est un défaut horrible. L'indifférence, c'est même pire que la méchanceté, je crois, parce que quand on s'en fiche totalement de ce qui se passe à côté de toi, moi j'ai vécu ça, tu sais, quand il y a eu la déportation et le ghetto, j'ai vu mes voisins complètement indifférents, c'est-à-dire qui ne manifestaient pas de sympathie, qui ne manifestaient pas d'amitié. Et même après la déportation, quand on est revenu avec ma mère, aucune de mes camarades, ni aucun de mes anciens professeurs ne s'est renseigné si j'étais revenu de déportation, si j'ai survécu. Personne ne s'est renseigné, personne ne m'a cherché. Donc j'appelle ça vraiment l'indifférence très coupable. Comment était votre vie avant la déportation ?
Ma vie avant la déportation était magnifique. J'étais un enfant aimé, gâté, mais sévèrement quand même éduqué par surtout ma mère. Mais sinon, j'étais entouré d'affection, d'amour. Et moi, j'ai reçu ça et je crois que c'est ça qui m'a permis et de survivre à la déportation et d'atteindre l'âge que j'ai. Parce que malheureusement, j'ai perdu toute ma famille, sauf ma mère. Heureusement, on est revenus toutes les deux. Mais j'ai perdu mon père, ma grand-mère, ma tante, mes cousins, enfin, toute ma famille, mes amis, tous mes amis. Et donc, j'étais en manque, peut-être aussi après la guerre, d'être entouré de cette famille que j'aimais tellement. Mais après la guerre, après la déportation, avec ma mère, elle aussi, on a reconstruit plus ou moins, je crois, notre vie, malgré la souffrance, des pertes terribles, parce que c'est pas seulement la famille, mais dans notre ville, il y avait 30 000 juifs sur 100 000 habitants. Et sur les 30 000, c'est 3 000 qui sont revenus. Et il y a eu, je crois, 600 000 juifs hongrois qui ont péri en déportation. Et bon, mes amis, mes collègues à l'école, tout le monde a disparu. C'est un monde disparu. Et donc on est venu à Paris et peut-être c'est ça qui m'a permis peut-être de reconstruire une autre vie et ne pas vivre dans les décombres. Avant votre déportation, est-ce que vous avez un objet auquel vous étiez attaché? Et durant cette déportation, est-ce que vous y pensez fréquemment justement? C'est mon album de photos. Quand j'étais très jeune, déjà peut-être à partir de l'âge de 10-12 ans, j'ai constitué un album avec mes photos de mon enfance, avec la famille de mon enfance. Et alors là, par miracle, quand on nous a déportés, on nous a emmenés au ghetto, je l'ai donné à la dame qui travaillait chez nous pour sauvegarder cet album. C'était la chose la plus précieuse dans ma vie de jeune. J'avais donc 18 ans, mais je n'avais rien d'autre que je voulais sauvegarder que cet album. Et quand je suis revenu, on me l'a rendu et je l'ai apporté avec moi à Paris. Il est là avec moi. Alors, quand je lui ai confié cet album, je ne savais pas ce qui nous attendait. Je ne savais pas qu'on irait dans un camp d'extermination. Parce qu'il faut bien dire la différence des camps de concentration et des camps d'extermination. Mais ça, on n'en avait aucune idée. Mais malgré tout, pour moi, c'était l'objet le plus précieux que je voulais garder et conserver. Donc, il est là avec moi à Paris. Je l'ai toujours, voilà. L'objet que je garde. Quand je suis avec Madame Judith Hervé, je suis très intéressé justement par son histoire de vie. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une rescapée justement de la Seconde Guerre mondiale. Et en plus, ce que j'assiste là, justement, pas beaucoup de personnes pourront y avoir accès. Je serais très contente si toi tu te souviendras et tu pourras le raconter à tes enfants. Ça me suffit. Que tu rencontrais un jour une vieille dame, etc. Mais je veux pas te donner une responsabilité, surtout pas. Non, c'est ou bien tu ressens que tu dois le dire plus tard, autour de toi, mais si tu le ressens pas, c'est pas une obligation et c'est pas nécessaire. Tu peux te rendre utile dans la vie de 1000 manières. Si tu t'intéresses au monde qui t'entoure, c'est ça qui est important. Et dans ce monde qui t'entoure, il y a le passé, le présent et l'avenir. Parce que, surtout à ton âge, bientôt tu auras l'âge où tout repose sur ta génération. Tu es responsable, non pas de mon histoire, à raconter mon histoire, mais à porter les valeurs humanistes. C'est ça qui est important. Si tu ne te souviens pas de ce que je t'ai raconté, c'est pas grave du tout. Il faut te souvenir de ce qui s'est passé, qu'on a tué 6 millions de personnes, juifs, parce qu'ils étaient juifs, et parce que toute une population, et non seulement en Allemagne, mais ailleurs aussi, était d'accord avec cette extermination de masse. Et c'est ça qui est important. Non pas mon histoire personnelle, parce que chacun a son histoire et que, bon, j'espère que ton histoire sera heureuse.
Mais tu es responsable de ce bonheur. Ah, ça, c'est important. Tu es responsable de ton bonheur et du bonheur de ceux qui t'entourent. Pour vivre d'une façon humaine. C'était l'épisode 58 du Sens de la visite, consacré au mémorial des martyrs de la déportation. Un grand merci à toutes les personnes qui ont partagé leurs témoignages à ce micro et à vous qui venez de les écouter. Si vous souhaitez en savoir plus sur le lieu, comment s'y rendre, suivre ses actualités et sa programmation culturelle, nous vous mettons en descriptif de cet épisode toutes les informations qui seront utiles à votre curiosité. Nous espérons sincèrement que le sujet de cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le relayer. D'ici là, on vous prépare déjà de nouvelles histoires de l'art.